Nicolas Finet, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le cofondateur de Sortlist, une entreprise qu'on a au départ présentée comme le Tinder du marketing. Vous allez tout de suite nous expliquer si c'est correct ou pas. Concrètement, Sortlist a vu le jour il y a presque 10 ans. On est en 2014. À la base, c'est une plateforme qui veut mettre en relation les entreprises, tous secteurs confondus, avec les agences de communication. On y reviendra. Ces derniers mois, vous avez vécu un peu un ascenseur émotionnel côté business, on peut le dire. On y reviendra aussi évidemment. Mais on va d'abord commencer avec la genèse de Sortlist. Vous êtes 4 copains. Vous avez terminé vos études il y a une bonne dizaine d'années. Et là, vous vous réunissez, je pense, tous les dimanches dans la chambre d'étudiants d'un des 4. Et vous dites, il faudrait qu'on trouve une bonne idée. C'est exact. ça C'est un peu le cliché de la Silicon Valley, on commence dans le garage des parents, etc. C'est exactement ça. Donc effectivement, sorti des études, ce qu'on se rend compte, c'est que le monde de l'entreprise est dans un changement sans précédent, et c'est encore plus vrai aujourd'hui au final, c'est que en fait, les entreprises font face aujourd'hui à de la compétition qui est internationale, elles font face à des startups qui arrivent et qui viennent un peu répartir, prendre des parts de marché, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces entreprises ont du mal à grandir, et parfois du mal à survivre. Et en fait, ce qu'on constate à ce moment-là, l'idée de base qui est toujours la même, c'est que les entreprises ont besoin de talents pour se développer. Ça veut dire soit de recruter des talents en interne, et on sait que c'est de plus en plus compliqué, soit de trouver des prestataires de services qui sont ultra qualifiés et qui vont leur permettre de continuer à grandir. Ce constat-là, il y a 10 ans, c'était le début du numérique, le début du digital. Aujourd'hui, on a vu des crises à répétition. Le monde est de plus en plus rapide. Donc, l'idée de base était de pouvoir les accompagner. On s'est rendu compte que ce constat, il est d'autant plus vrai aujourd'hui que l'accélération continue et ça devient difficile pour les entreprises. On va quand même rendre hommage aux 4. Vous pouvez les citer. On va les voir. Hein. Il y a Charles, notre développeur, ingénieur civil. Michael, qui est autodidacte en code et en design. Et puis Thibaut, qui est le chef au niveau tout ce qui est financier et qui gère avec moi le côté business, étant donné qu'on sort tous les deux d'école de commerce il y a 10 ans. Et dans les 4, qui a trouvé la bonne idée ? On a tendance à dire que c'est le marché qui a trouvé la bonne idée parce qu'on a testé, tous les dimanches, on venait sur une idée, on essayait de comprendre un peu quels étaient les problèmes des entreprises. Et au fur et à mesure, on testait des choses qui fonctionnaient ou pas. C'est ça la réalité de l'entreprise. Et ce créneau-là, on a remarqué que c'était une tendance de fond qui non seulement touchait les entreprises en Belgique, en Wallonie, on a commencé, mais qui était une tendance internationale qui allait s'accélérer. Et aujourd'hui, c'était un pari gagnant, étant donné que de notre petite chambre d'étudiants du Brabant wallon, aujourd'hui, on aide des entreprises dans 140 pays. Avec combien d'employés ? Aujourd'hui, on est une centaine. Une centaine. Vous étiez 4 il y a 10 ans à peine, donc bravo. Les tout premiers clients, la toute première plateforme, je disais tout à l'heure, un Tinder du marketing, donc cette mise en relation des entreprises, tous secteurs confondus avec des agences de communication, ça vous va cette définition de Tinder du marketing ? Mais Tinder a du bon dans la mesure où on comprend directement qu'il y a de la mise en relation là-dessus. Tinder a du mauvais dans la mesure où c'est des coups d'un soir. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une mise en relation qui se fait pour une entreprise, pour pouvoir s'accompagner mutuellement entre le prestataire de service et l'entreprise dans le long terme, pour vraiment travailler en tant que partenaire pour développer la croissance. Donc ici, Tinder est très limité sur une fois, mais on permet aux entreprises de trouver une agence de presse, une agence pour développer une application mobile, une agence de consultance, maintenant de l'intelligence artificielle. Donc sur le côté Tinder, l'idée est vraiment d'accompagner, mais aussi de pouvoir avoir accès à plusieurs relations en même temps, si on peut dire comme ça. Là où Tinder, généralement, pour trouver une relation. Et c'était quoi le business model à l'époque ? Je dis à l'époque parce qu'il a évolué, on y reviendra. C'était quoi à l'époque, il y a 10 ans, votre business model ? Donc, ce qui n'a pas changé par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'on veut toujours fournir un service de qualité et gratuit à toutes entreprises. Et les entreprises, ça va de la petite PME, du petit commerçant, au grand groupe, qui est des marques qu'on utilise et qu'on voit tous les jours. Toujours gratuit pour faire la recherche, se faire accompagner et avoir accès à la donnée du marché. De l'autre côté, les prestataires de services nous payaient avant un abonnement qui avait un prix fixe. Il y avait 3 abonnements. Et en fonction de ça, on leur donnait de la visibilité, on les mettait en relation. Ils ont du nouveau business, c'est comme ça qu'ils nous rémunéraient. Et depuis, on a changé, c'est que de ces 3 abonnements qui étaient fixes, maintenant pour chaque prestataire va avoir un abonnement un prix qui dépend de ce qu'on lui amène au final, qui va d'une 50aine d'euros par mois à beaucoup plus en fonction de ce qu'on amène, en fonction de la localisation du prestataire. Comprenez qu'un
prestataire de service à New York ne va pas payer la même chose qu'un prestataire de service à Namur. Et c'est toute cette complexité qui nous a amené à avoir vraiment une offre qui est personnalisée par rapport à tous nos prestataires. Alors, en 10 ans, vous êtes bien développé, une belle croissance, des bureaux à Bruxelles, à Paris, à Munich, à Rotterdam. Hein. Déjà, en 2021, vous étiez 90, avec une croissance par acquisition. Vous avez décidé d'absorber vos concurrents. Hein. Vous aviez un concurrent en Allemagne, un espagnol. Pourquoi choisir cette croissance par acquisition en bouffant, si je peux me permettre, le concurrent direct ? La première chose, c'est qu'on est très ambitieux, on est drivé par notre mission qui est vraiment de révolutionner la manière dont les entreprises s'entourent pour vraiment avoir cette croissance-là. Donc, quand on est ambitieux et qu'on veut changer une industrie, on voit grand. On a beau commencer de la Wallonie, on a toujours vu grand, on veut changer l'industrie au niveau mondial. Et donc pour ça, il faut aller très vite, parce que si ce n'est pas une entreprise européenne qui le fait, ce sera un Américain qui va le faire. D'accord. Et donc il y a une dimension de rapidité, de rapidement aller sur différents marchés. Et puis il y a une dimension d'opportunité aussi. En l'occurrence, les 2 entreprises qu'on a rachetées, il y avait un fit humain avec les personnes. Il y avait une très belle base de clients. Et donc ça nous permet d'aller vite, avec des gens, s'entourer de gens qui sont compétents, avec qui on aime bien travailler. Et donc il y a l'opportunité sur ces 2 niveaux-là qui nous poussent à avoir fait ce genre de choix, qui pourrait être matérialisé à l'avenir aussi. On se ferme pas de porte. L'objectif est d'avoir le plus d'impact possible, le plus rapidement possible pour nos entreprises. Alors ce qui est assez particulier, c'est que vous avez commencé à 4, hein, avec 20 000 euros de capital de départ. Des économies. Tout rikiki, donc bravo. En 2015, première levée de fonds, 550 000, pas mal. Un peu plus tard, 2 millions d'euros. Et puis on arrive en fin 2021, donc on est quand même encore dans le Covid, du moins à la fin du Covid, une nouvelle levée de fonds de 11 millions d'euros. Et là, donc c'était il y a 2-3 ans, avec de gros objectifs, un vrai fantasme américain, je dirais même anglo-saxon. Vous développez en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ça n'aura pas lieu. Pourquoi ? Si, ça a lieu. Donc on a le Royaume-Uni se porte très bien. C'est un de nos marchés qui a le plus de croissance. Les États-Unis. C'était avant le Brexit. Même malgré le Brexit, on continue. Les États-Unis, en fait, on a des très beaux clients. On a des grands noms qui viennent nous voir au fur et à mesure. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a pris beaucoup plus notre temps que prévu par rapport à ces marchés-là, parce qu'on voulait s'adapter au niveau du produit, améliorer constamment le produit. On voulait renforcer nos parts de marché aussi et vraiment atteindre le leadership sur le marché européen, ce qu'on a atteint. Donc disons que l'ambition reste la même. Ça a pris un peu plus de temps pour ces marchés anglo-saxons, mais on est vraiment bien présent là-dessus et on a une croissance qui est très impressionnante sur ces segments-là. Cela dit, je le disais en introduction, le monde a changé. Il y a eu la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Vous avez, on peut le dire, connu un vrai passage à vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ces crises dont vous mentionnez, c'est assez paradoxal parce que, dans une certaine mesure, c'est ce qui fait notre force par rapport aux entreprises qu'on accompagne. Les entreprises qu'on accompagne, elles font face aussi à ces crises-là, elles doivent se réinventer, c'est de plus en plus difficile. Donc on a énormément de demandes et on a de plus en plus d'entreprises en difficulté, ou même qui restent ambitieuses. On est aujourd'hui dans un climat où soit on devient champion, soit on se fait bouffer, entre guillemets, par les autres. Nous, on les accompagne à devenir des champions. Donc, paradoxalement, on a de plus en plus de demandes d'entreprises et on fait des records mois en mois par rapport à ça. De l'autre côté, par contre, ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on est une entreprise qui a eu besoin de capitaux pour se développer rapidement. Pourquoi ? C'est parce qu'on développe beaucoup de technologies. Et comme je le disais, on est ambitieux, on doit ouvrir beaucoup de marchés. Et donc, ça nécessite du capital si on veut le faire très rapidement. Par rapport à ça, les marchés sont devenus tendus dans une certaine manière où les investisseurs étaient beaucoup plus prudents. Et ce qu'on a vu, c'est que les règles du jeu ont changé pour des entreprises qui sont financées par des investisseurs capital-risque, comme on dit. C'est qu'on s'attendait qu'elles grandissent rapidement, qu'elles aient de l'impact au niveau mondial, mais aussi qu'elles soient rentables. Ce qui était moins le cas avant, parce qu'on disait prenez des parts de marché, et puis à un moment donné, l'entreprise va être rentable, mais on n'est pas pressé par rapport à ça. Les règles du jeu, elles ont changé en à peine un an, en à peine quelques mois. Et nous, étant donné qu'on est une entreprise technologique financée, on a dû se réinventer. Donc c'est ce qu'on a fait sur ces derniers mois. Donc passage à vide, oui et non, dans la mesure où le business n'a jamais été aussi fort et on n'a jamais accompagné autant d'entreprises. Passage à vide dans la difficulté de devoir s'adapter rapidement aux nouvelles règles du jeu, certainement. Mais on a su le faire d'une manière fantastique, je pense. Et on est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a 6 mois, et c'est ça qui compte au final.
C'est le paradoxe, hein, vous étiez encore en plein développement. Et est-ce qu'on peut dire que vous avez failli sombrer On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Nous, on le voit à moitié plein. Donc, c'est une occasion. C'est clair que devoir se réinventer rapidement, ça crée toujours une situation de stress. C'est ça qu'on peut appeler un passage à vide. Mais comme Jeff Bezos le dit souvent, le stress, il vient de l'inaction. Et nous, on a toujours voulu être actifs, prendre notre destin en main. En fait, l'objectif était de garder notre destin en main. Ça veut dire, au lieu de dépendre d'investisseurs de manière obligatoire, c'est se dire, en fait, si on a une entreprise qui est rentable dès demain, nous avons notre destin en main et on peut continuer à avoir de l'impact au niveau mondial en prenant notre destin en main, ce qu'on a fait. Donc on a choisi l'action, on a choisi d'être dans le feu de l'action. Et donc effectivement, on peut dire que c'était une période stressante, mais avec tellement d'opportunités qu'en fait, le verre à moitié plein, il s'est matérialisé clairement. Et en étant finalement un peu plus modeste dans les objectifs de croissance ? C'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que les objectifs de croissance sont toujours ambitieux. Donc ici, dans les 3 prochaines années, on va encore doubler de taille. Par contre, on fait beaucoup plus attention d'être très concentré sur travailler uniquement sur les aspects les plus intéressants. On va moins se disperser dans des tests ou autres. On continue à tester évidemment, mais on est vraiment très, très focalisé et on fait beaucoup plus attention à nos dépenses. Ici, on est sur de bons rails. Comme je disais, on est sur une 140aine de pays. On a des clients dans une 140aine de pays. L'essentiel est de capitaliser là-dessus et d'en aider de plus en plus là-dessus. Et plus de grosses levées de fonds au programme. Malgré tout, un refinancement, là, vous avez quand même réussi à ressortir 1,5 million, justement pour vous réorganiser différemment. C'était quoi les recettes ? Parce que vous avez dû supprimer quelques emplois quand même aussi dans ce passage un peu difficile. Quand on se réinvente, du coup, il faut couvrir ses risques. Une certaine partie du risque, évidemment, c'est on a une centaine de personnes dans l'équipe. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Donc là, on a eu la confiance de nos investisseurs existants qui voient l'opportunité de marché qu'on attaque, qui voient vraiment qu'on a un impact pour toutes ces entreprises qui veulent devenir des champions. Et nous, en tant que gestionnaire, on a préféré couvrir le risque en demandant à nos actionnaires existants de remettre un peu au pot. Ce montant-là n'a jamais dû être utilisé, donc c'est quelque chose qu'on utilise maintenant pour financer la croissance qui, au final, reste un moteur pour nous. Et on a un marché à adresser qui est de plusieurs milliards. Il faut y aller, il faut continuer à y aller. On approche tout doucement de la fin de cette interview déjà. Nicolas, c'est quoi la morale de cette histoire ? Vous avez les 10 ans derrière vous, des objectifs, des rêves, des tumultes. C'est quoi votre conseil aux jeunes start-up qui nous regardent et qui seraient pris dans le même tourbillon ? Je crois que le conseil, il est assez simple, c'est que on a tendance à se voir petit parce qu'on vient de la Wallonie, que c'est une petite région dans un petit pays au niveau mondial, un grain de sable, on peut dire ça. Mais je pense qu'il faut croire en ses rêves, il faut pouvoir être confiant par rapport au fait qu'on peut avoir un impact mondial, on peut révolutionner une industrie. Et ce rêve-là, on a toutes les compétences, on a tous les profils, on a tous les membres d'équipe potentiels pour y arriver. Il ne faut jamais rien lâcher, donc il faut croire en ses rêves, il faut y aller. Par contre, ce qui est sûr, et ce qu'on a vu, c'est que ça ne va pas toujours être facile, donc il faut se battre. Il y aura des difficultés, mais quand on a ces rêves-là, quand on y croit, il faut surtout se mettre à l'action. Il faut toujours se battre et en fait croire en ses rêves au final. C'est un conseil qui est très bateau, mais je pense qu'il est surtout dans un monde qui est de plus en plus complexe, plus que jamais d'actualité. Eh bien, on se quitte avec ce très beau message positif. Merci Nicolas d'être venu nous parler de la belle histoire de Sortlist. Merci Frédéric. Merci.